Coconut Podcast. Balado numéro 1 de la diversité. Présenté par Alain Jean. Saison 8. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. En cette 8e saison de Coconut Podcast, nous réitérons avec une invitée de marque, messieurs, dames. Si vous ne la connaissez pas encore, vous allez faire toute une découverte, ça je vous le garantis. Coconut Podcast, on a eu cette occasion d'officier le forum sur le vivre ensemble à Repentigny. On l'a vu à l'œuvre à ce moment et depuis lors, on s'était dit qu'on se doit de la voir à l'émission. Eh bien, aujourd'hui, elle est avec nous. Sans ne plus tarder, messieurs, dames, elle est chargée de cours, enseignante à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. On va parler de criminalité, de délinquance, mais surtout de réinsertion et de solutions. Accueillons, je dis bien, Jennifer Burnham, messieurs, dames. Toute une introduction. Ben là, Jennifer, t'es avec nous, finalement. Ça doit faire 1 an là, qu'on se dit, il faut qu'on se prenne le moment. Puis là, aujourd'hui, on est ensemble. Comment ça va? Ça va super bien. J'étais vraiment contente quand tu m'as écrit parce que, comme tu dis, ça fait vraiment longtemps. Fait que moi, je m'étais dit, il a oublié, là. Genre, le Caraïbéen. T'es avec nous à Coconut Podcast. En ces temps de turbulence au niveau international, au niveau même, je dirais, sur le continent nord-américain, quelle est ta lecture? Est-ce que tu es un peu anxieuse pour le futur, l'avenir? On t'écoute? Ben, c'est sûr. Là, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut regarder le monde en ce moment et ne pas être anxieux par la suite quand on est dans notre bon état d'esprit et informé minimalement. Je pense que là, il y a beaucoup de choses qui ressortent en ce moment, beaucoup de choses qu'on entend parce qu'aux États-Unis, ça bouge beaucoup, parce que le président des États-Unis fait beaucoup de vagues. Mais il y a des choses qui perdurent depuis longtemps. Tu sais, il y a des guerres qui perdurent depuis longtemps. Il y a l'Afrique qui se fait dérober depuis longtemps, dont les gens n'en parlent pas. Moi, ce qui me rend le plus anxieuse, je dirais que c'est la montée de la droite, puis le fait que les gens se permettent justement d'avoir des commentaires racistes, sexistes, discriminatoires de tout genre sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie et tout. Fait en tant que maman, en tant que personne qui travaille avec des enfants d'âge primaire, d'âge secondaire, des jeunes adultes, je me dis dans quel monde ils vont évoluer parce que c'est comme si on se dit que c'est un retour en arrière. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais petite, je suis métissée, mais je me souviens quand j'étais petite, il fut un temps où je me disais, ça serait plus facile d'avoir des enfants avec un blanc parce qu'ils n'auront pas à faire face au racisme, ils n'auront pas à faire face. Quand moi, je vivais des expériences, mettons, je me disais, je vais faire un enfant avec un blanc, comme ça, il ne vivra pas ce que j'ai vécu. Puis à un moment donné, il y a une période où est-ce qu'on se disait, non, tu sais, il y a de l'espoir, les gens étaient plus inclusifs, plus ouverts, plus... Puis finalement, aujourd'hui, on revient à ça, puis je me dis, mon Dieu, mes enfants, à travers quoi ils vont devoir passer? Fait que je pense que c'est plus là que l'anxiété vient, à plus petite échelle. OK, intéressant. Une question, on va te laisser un peu même analyser pour nous. On est 6 ans après la mort de George Floyd, hein, plus ou moins. On voit qu'il y a des événements au Minnesota aujourd'hui, à Minneapolis plus précisément. De là va émerger le mouvement Black Lives Matter. 6 ans après, est-ce qu'il y a eu, selon ton analyse, maître, on sait que tu as une maîtrise en criminaux, là, quand même, est-ce que les droits des personnes afro-descendantes ont quand même évolué? On sent que ça va dans le bon sens. Ou tu sens qu'il y a une régression, où tu es prête à sortir un petit drapeau rouge pour dire « Ah, restons aux aguets, peut-être certains droits peuvent être mis à sac dans le futur. » Honnêtement, je pense pas que je
pourrais nécessairement me prononcer sur la situation à Minneapolis. Parce que, pour de vrai, c'est vraiment une situation... Tu sais, je vois les gros highlights et tout, mais je cherche pas plus à en savoir que ça parce que, pour vrai, je trouve ça vraiment décourageant. Fait que je sais pas si... tu sais, qu'est-ce qui se passe avec l'avancement des droits là-bas. Ce que j'essaie de faire, c'est de focuser sur ce qui se passe ici, maintenant, parce que de toute façon, j'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe aux États-Unis. Fait que, tu sais, je regarde, comme tu disais tantôt dans l'introduction, je suis impliquée au niveau du vivre ensemble à la ville de Repentigny. Fait que juste si on part de là, il y a 6 ans, à Repentigny, je me souviens plus c'est quand ils ont été lavés dans le bye-bye, là. Je me souviens plus c'est quelle année. Mais, mais juste si on part de là, moi, ça fait 8 ans, presque 9 que j'habite à Repentigny. Puis, mon conjoint est haïtien. Puis, je me souviens qu'au début, il se faisait suivre par les policiers. Il s'est même déjà fait interpeller à certains moments et tout. Fait que, tu sais, je me souviens de ça. Puis, je me dis, on est rendu ailleurs déjà. Donc, je me dis, dépendamment où on regarde, il y a des choses qui peuvent faire en sorte que on voit une évolution. Tu sais, fait que déjà, c'est des situations qui arrivent moins souvent. Le fait de se faire suivre, de se faire arrêter, de se faire interpellé pour rien. Fait qu'on voit qu'il y a eu un changement au niveau de l'administration. Moi, je suis impliquée dans le comité citoyen sur le vivre ensemble. On a le forum sur le vivre ensemble. On adresse certaines problématiques. Ça ne veut pas dire que les problématiques sont inexistantes, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent se mobiliser pour changer les choses et les administrer, les administrer différemment. Fait que quand je vois ça, je me dis, il y a de l'espoir. OK, intéressant. Par contre, Oui. qu'est-ce que j'ai vu aussi, tu sais, dernièrement, on a vu des personnes afrodescendantes disparaître, retrouvées mortes à Trois-Rivières, des choses comme ça. Puis on n'est pas capable d'expliquer nécessairement qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, est-ce que c'est partout comme ça? Est-ce que ça dépend des gens qui sont au pouvoir? Est-ce que ça dépend, tu sais, qu'est-ce qui, tu sais, est-ce qu'on s'inquiète pour rien puis c'est juste des coïncidences? Je sais pas. Comme je te dis, j'essaie de pas chercher des choses qui sont super anxiogènes parce que je trouve qu'on a déjà assez de raisons de stresser dans la vie. Mais je pense que ça dépend vraiment des personnes qui sont en place puis de la mobilisation des gens. La mobilisation des gens. Oui. J'aime ça. Écoute, pour nos auditrices, auditeurs, on va apprendre à te connaître. Oh, OK. Jennifer Burnham. Burnham, pour moi, ça a des sonorités un petit peu afro, Royaume-Uni, UK. Est-ce qu'il y a des liens avec la Grande-Bretagne? On t'écoute? Ben, en fait, mon père vient de la Barbade. OK. Cool. La Barbade qui a été une colonie anglaise OK. tout le temps, en fait, OK. jusqu'à son indépendance. Il n'y a jamais eu de guerre sur le territoire de la Barbade qui a fait en sorte que, tu sais, que ça passe aux Anglais, aux Espagnols, aux Portugais, whatever. C'est toujours resté anglais. Okay, super. So you speak English? I do speak English. Okay. Okay, with the British accent. Non. No. Non. J'ai appris mon anglais au Canada. Okay. J'ai pas un British accent. Puis là-bas, c'est pas nécessairement non plus un British accent, c'est plus un patois qui va ressembler genre, c'est un patois Bajan qui va ressembler un petit peu plus au patois jamaïcain, mais qui est différent. OK. Mais c'est ça. Puis je me suis... Juste de même, est-ce que Rihanna... Ouais. Ouais, c'est ça! L'ambassadrice de la Barbade. Ben là, OK, on comprend. La Barbade, tes origines, est-ce que tu y as déjà été? Oui, j'ai été plusieurs fois. La première fois où j'ai été, j'avais 2 ans. Je suis retournée plusieurs... Ma mère est québécoise, je suis née ici. OK, cool. Ma mère, c'est Dans quelle région du Québec, maman? Je suis née à Montréal. Ma mère venait de Rosemont. Rosemont, OK, c'est une 514 comme il faut. Ouais. OK, nice, excellent. Oui, c'est ça. Fait que, puis ma mère, en tout cas, bref. Fait que mon père retournait souvent là-bas. Ma mère allait avec lui, évidemment. En fait, à la base, ils étaient censés s'installer là-bas, puis ils sont revenus ici finalement. Fait que toujours, mon père a continué d'y aller. Maintenant, il est retourné, maintenant qu'il est à la retraite à temps complet. Fait que j'allais avec lui, bref, plusieurs fois pendant mon primaire, plusieurs fois aussi pendant mon secondaire. Puis là, j'ai été 3 ou 4 fois depuis que je suis une adulte. Maintenant. OK, super. Je suis citoyenne d'ailleurs maintenant. Cool, ben là, c'est l'effet Rihanna. Non. Non. Tes enfants, comment réussis-tu à les intéresser à
l'histoire de ton pays d'origine, la Barbade? Est-ce que lorsque tu fais tes voyages, tu amènes les enfants connaître la famille là-bas? Est-ce que tu leur fais faire les activités que tu faisais lorsque tu étais plus jeune? Aujourd'hui, eux, est-ce qu'ils se considèrent plus euh, caraïbéens ou, bon, canadiens, québécois? Ça dépend des enfants. Hein? Chaque enfant va faire s'identifier à qu'est-ce qu'il Ah, c'est veut. donc bien cool comme Ben réponse. ouais, 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 c'est mais bon mes ça. enfants sont venus à la Barbade, je les ai OK, amenés 2 fois. Ils connaissent la famille là-bas et OK, tout. Là, nice. tu vois, j'en ai une qui arrête pas de dire à son père, je vais aller en Haïti, parce que il est haïtien, Papa était le ici. papa. OK. Fait qu'il y en a une qui arrête pas de dire, je vais aller en Haïti. Là, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Elle disait, ah, je vais faire une présentation avec mes amis sur Haïti. Elle a beaucoup d'amis qui sont haïtiens, Haïtien, fait que bien c'est sûr. plus facile de relate. Euh, Des fois, ça change aussi. Des fois, OK. ouais, moi, je viens de la Barbade et tout. OK. Évidemment, à la maison, moi, j'écoute beaucoup de soca, beaucoup OK. de types de musique, mais papa écoute beaucoup Follow de the compas leader, aussi, leader, tu sais. leader, follow the leader. Fait que, tu sais, ils sont submergés dans cette culture-là. Je pense que les trois sont très conscientes qu'ils sont noirs, tu sais. OK. Ils font partie de la communauté noire et tout. Des fois, d'ailleurs, ils me disent, la dernière fois, la semaine dernière, on a passé devant un truc, il y avait une activité, j'imagine, c'était des personnes noires qui faisaient une activité de danse, un cours de danse ou quelque chose. Puis ma fille m'a dit, ah, maman, c'est toutes des personnes brunes. On pourrait tous y aller sauf toi. Puis j'étais comme, t'es vraiment fréquent. Ah, c'est pas correct, ça. Puis là, sa sœur était comme, ben non, maman aussi est brune, juste brune plus pâle. Fait que, tu sais, ils sont très conscients de qui ils sont. En même temps, tu sais, dépendamment de qu'est-ce qu'ils font à l'école, leurs amis et tout. Des fois aussi, ben, tu vois le joual sortir, tu vois la façon de, tu sais, fait que tout ça fait partie de leur culture. Ça dépend de leur contexte. OK. Malheureusement ou heureusement, ils apprennent rapidement le code switch aussi, Oui, avec qui bien ils sûr. sont, comment ils vont parler, ça va être différent. Fait que moi, je dis que c'est une force d'être capable de s'adapter aux autres, mais en même temps, à un moment donné, quand tu es toujours obligé de t'adapter, T'adapter. ça devient Ah. plate parce que tu peux pas nécessairement être toi-même. Tu as l'impression que tu peux pas être toi-même, puis que tu dois changer certaines choses pour que ça passe mieux. On te sent comme un peu la citoyenne qui prend son porte-étendard et qui défend la langue française. C'est un peu l'argument des défenseurs de la langue française. À un moment, on peut pas toujours nous recevoir autrui dans leur langue, mais il faudrait un petit peu des fois. Hey, je parle français, ça te tente de parler ma langue aussi? Non, j'ai pas dit ça. Non, t'as pas dit ça. OK, OK. J'aime ça, j'aime ta réponse. Non, moi, je ne fais pas de politique. OK? Mais c'est là que je voulais t'amener. Est-ce qu'on risque peut-être de voir Jennifer Burnham dans l'arène politique, un de ces quatre? Hop là. On sait jamais. Honnêtement, on sait OK, jamais. OK, On sait OK, jamais. OK. Je sais pas, en ce moment, je vois pas. Non, je suis pas là du tout, là, mais je suis encore jeune. Là. Peut-être quand je vais être plus vieille, on va voir. J'ai 4 frères. Puis j'ai un de mes frères qui a fait son entrée dans la scène de la politique municipale cette année. Fait que, tu sais, pendant sa campagne, j'ai fait un peu de bénévolat, je l'ai aidé et tout. Puis il arrêtait pas de dire ça aux gens. Là. Il était comme, oh, là, c'est moi, la prochaine fois, ça sera peut-être ma soeur. Ah, ben, il y a quelque chose là, Fait qu'on sait dans ton jamais. application. Mais je là. sais pas vers où j'irai. Puis je sais pas, genre, on sait jamais, j'aimerais ça y aller. C'est on sait jamais, je laisse la porte ouverte au cas où. OK, excellent, excellent. Là, une question, ce qu'on va te laisser développer. Qu'est-ce qui t'a vraiment piqué la curiosité pour que tu te diriges dans tes études? Et quand même, je disais que tu as fait une maîtrise, là, tu sais, c'est pas peu dire, euh, en criminologie. Parce que la criminologie, bon, c'est d'étudier assurément le phénomène de la criminalité, mais sous certains angles, la délinquance, ça peut être la délinquance juvénile, mais également comment trouver des solutions, la sensibilisation via des focus groups, des groupes, hein, un peu de formation, école un peu publique, citoyenne, là, je sais pas, populaire. Euh, Qu'est-ce qui est venu te chercher? Quelle injustice as-tu peut-être vécu ou vu devant tes yeux, de yeux vus? Qui t'ont dit, moi, je m'en vais en criminel.
Euh, Moi, je suis une personne passionnée. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Mhm. Si tu me demandes d'où ça vient, honnêtement, je savais pas c'était quoi la crimino, je savais pas que ça existait quand j'étais petite. Mais j'ai toujours dit à ma mère que moi, j'aime la délinquance, moi, je veux être avec des délinquants. Elle était un petit peu sous le choc parce qu'elle se demandait comment ça allait virer. Mais c'était vraiment l'envie d'aider. Tu sais, rapidement à la bibliothèque, quand j'étais petite, j'allais lire des livres sur les grossesses à l'adolescence, sur le counseling, sur, tu sais, comme Ok. plein de trucs. Fait que c'est toujours des choses qui m'ont intéressée. Est-ce que j'ai des expériences personnelles qui ont pu teinter ça? J'ai vu des gens autour de moi avoir des grossesses à l'adolescence. Mhm. J'ai eu un de mes frères qui a eu des problèmes avec la justice aussi. Ok. Mes frères sont tous plus grands que moi, fait que Ok. j'étais Ok. petite. Petite, ok. Fait que peut-être que c'est des choses comme ça qui font en sorte que j'ai fait comme, ah, ben, ça m'intéresse d'aller vers ce domaine-là. En même temps, moi, je m'enlignais vraiment pour devenir psychologue dans un bureau, faire du counseling, et travailler peut-être à Rosalie Jeté, l'école. Tu sais, comme c'était vers ça que je m'enlignais. Puis quand je suis arrivée à l'école, au cégep, puis que j'ai dû, tu sais, je faisais sciences humaines pour rentrer en psycho et tout à Maisonneuve, puis je me suis heurtée au cours de politique. J'ai détesté. Je Ah, l'ai coulé. ah C'est le ouais. seul cours de Ah ma vie ouais? que j'ai coulé. Ah ben là. Puis je me suis dit, non, je ne le refais pas. Fait que j'ai été voir une conseillère, puis elle m'a dit, mais ici, on donne la technique en intervention en délinquance, qui s'appelle maintenant technique en intervention criminologique. Tu sais que t'es vieux quand le programme change de nom. Puis elle m'a Alors dit, moi, tu pourrais switcher dans ce ok, programme-là. ok, Fait que ok. j'ai switché, puis c'est là que j'ai découvert la criminologie, puis j'ai dit, les études en psycho, on oublie ça. Moi, je vais aller faire des études en criminaux. Fait que c'est comme ça que je me suis rendue là. Ouais. Ok, incroyable. Tes parents, ils ont dit quoi quand ils ont vu que tu, tu étais un peu doté d'un altruisme, vouloir aider sans vraiment attendre quoi que ce soit hormis ta paye, là, mais tu sais, mais Puis même là, des et fois. même là, ouais, mais la Euh, réaction, est-ce que tu t'en ben, rappelles un peu? je me rappelle que mes parents ont juste été fiers que j'étais Ouais, ouais, sérieuse dans mes ouais, études, que j'étais nice. motivée vers un Ok, projet, ok, que, tu sais, ok. ils n'ont pas vraiment... tu sais, mon père était fier de Mhm. m'amener dans des endroits et de dire, ma fille va à l'université. C'est comme classique, là, mais tu sais, c'est ça. Mais il n'y avait pas de pression non plus de, tu sais, vouloir devenir, faire un diplôme plus qu'un autre ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, j'étais tellement passionnée par ça. Tu sais, j'écrivais des trucs, tu sais, j'étais capable d'en parler, d'amener différents sujets, même depuis, tu sais, jeune. Fait que les gens, ils étaient comme moi, tu sais, oui, c'est sûr, tu vas aller loin. Fait qu'ils étaient juste contents que je suive ma voie, même si c'est un domaine qu'ils ne connaissaient pas nécessairement. Puis ma mère, elle était juste contente que finalement, quand tu me dis tu veux travailler avec la délinquance, tu veux être... Elle aimait mieux ça parce qu'elle, elle se disait, moi dans ma tête, je me disais, tu allais courir après les bad boys, tu allais mal finir. Fait que le fait que tu t'en vas étudier puis travailler avec eux, ça me soulage parce que tu es comme dans la bonne voie. Tu sais. Ok. Criminologie, ça va t'amener au firmament des institutions universitaires du Québec. Écoute, quand je regardais, je me préparais pour l'émission, puis tu sais, d'être chargé de cours, d'enseigner aux futurs du Québec, tu formes les futurs criminologues à prendre le temps de faire des groupes et surtout d'échanger, de réfléchir sur ces questions. Est-ce que tu te pinces des fois le matin quand tu te dis, My God, moi j'enseigne à l'Université de Montréal. Jennifer Burnham, on t'écoute. Je me pincerais probablement si j'enseignais. En fait, je me pincerais probablement si quelqu'un m'écrivait, hey, cette session-ci, veux-tu venir enseigner à l'Université de Madrid ou du Mexique ou des OK. États-Unis? Là, je me pincerais. Là, Pas pire, là, celle-là. je serais comme, Oh! wouh, là, je OK, commence, là, ça OK. commence. Mais, Ouatata. mais pour de Oh, ça vrai, va pas mal, ça va bon. Excusez les auditeurs. C'est bon, c'est correct. Cette confiance vous a amené là où vous êtes. mais non, mais j'attends ce jour-là avec impatience, là. J'attends de me pincer. Mais pour de vrai, déjà, le fait d'enseigner à l'Université de Montréal, je suis très contente. Le programme de criminologie il est super bon. Puis moi, mon idée,
d'aller enseigner, c'était de, tu sais, je suis chargée de cours, je suis pas enseignante, mon but, c'est pas d'aller faire de la recherche ou quoi que ce soit. Moi, je revoyais les formations que j'avais eues, puis je revoyais les professeurs qui étaient motivés, passionnés, puis qui transmettaient une passion, puis ces cours-là étaient tellement intéressants OK, nice. que c'est ça que j'ai eu envie de faire, en fait. OK, cool. Tu sais, le contenu, la théorie et tout, que ce soit moi ou que ce soit n'importe qui le donne, les gens vont l'avoir, mais je me disais, moi, je peux le transmettre avec passion parce que je suis vraiment passionnée par ce que je fais, par aider les gens, par Ouais, tout ça. Fait que je me disais, pour moi, c'était important d'avoir cette approche-là puis de l'amener aux étudiants. C'est aussi ce programme-là, un programme où il commence à avoir un petit peu plus de diversité, mais c'est pas la majorité nécessairement des gens qui font partie de la diversité qui sont dans le programme. Puis c'est correct, on n'a pas besoin. Sauf que je pense que les gens qui font partie de cette minorité-là, qu'ils aident des personnes qui leur ressemblent aussi de plus en plus dans des postes de chargé de cours, dans des postes d'accompagnateur de stage, dans des postes d'autres choses, c'est important pour moi. Puis les autres qui font pas partie de la diversité, d'être capable d'amener ces questionnements-là par rapport à la diversité, parce qu'on s'entend que la majorité de la clientèle est une clientèle qui va venir de milieux difficiles et de milieux issus de la diversité culturelle, mais aussi, pas juste culturelle, là, sexuelle, whatever. Oui, bien sûr, Toutes les bien sûr. personnes qui ont certaines difficultés vont faire partie d'une certaine clientèle. Fait que si moi, je peux aller ouvrir l'esprit des gens sur certaines situations qu'ils ne voient pas nécessairement dans leurs autres cours ou dont ils ne parlent pas nécessairement beaucoup, ben, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment intéressant puis vraiment important de le faire. Fait que voilà. Tu prends ton bâton de pèlerin et vraiment, c'est T'as des incroyable. belles images. Ouais, mais vraiment, tu sais, parce que c'est pas toujours évident, surtout dans un milieu académique, de sensibiliser l'ensemble des collègues et même de la population estudiantine. Euh, Est-ce que tu sens que l'Université de Montréal travaille énormément en ce sens? Ben, moi, je suis chargée de cours. OK. Ouais, mais de ce que tu vois, des posters Non, mais dans c'est les ça. Mais c'est corridors. parce que juste tantôt, tu Oui. disais mes collègues, je ne vais pas aux rencontres de département. Tu sais, on ne OK. sait pas nécessairement OK. qui OK. travaille là, qui OK. et qui. Fait que c'est vraiment le contact avec les étudiants. OK, ouais. Je pense qu'il y a une ouverture OK. qui est présente. Justement, comme tu dis, il y a des affiches qu'on voit, des choses en lien avec la diversité. Dans les plans aussi de choses qu'on a enseignées, ils nous mettent tu sais, de l'avant tout ce qui touche la culture autochtone, tout ce qui touche les diversités culturelles, les diversités de genre. Fait que, tu sais, il y a des choses où est-ce que tu vois qu'il y a certains progrès. Quand les sessions commencent aussi, tu vois des formations en ligne sur tu sais, l'importance du respect, des choses que tu sais, tout le monde a besoin de faire. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des choses qui sont faites. Après, je ne connais pas les gens à l'université. Est-ce que le changement est réel ou est-ce que c'est juste parce qu'il faut cocher des cases? Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, mais moi, je vois ça d'un bon œil. En même temps, je suis dans un domaine humain. Fait que, tu sais, les gens dans une classe en criminaux, où est-ce que tu regardes des facteurs de risque, des facteurs de protection, des situations, c'est plus difficile, mettons, de venir puis de dire oui, mais ces gens-là, ou de dire des affaires super préjugées ou de montrer une fermeture d'esprit parce qu'on est dans un milieu où est-ce qu'on encourage l'inverse. Fait que c'est pas nécessairement dans ce programme-là que les impacts de ce qui est fait par l'université se fait sentir, parce que ce programme-là est déjà peut-être un petit peu plus à l'avant des autres programmes, étant donné que c'est un programme de relations d'aide. OK. De relations d'aide, mais est-ce qu'il vous arrive d'être un peu consulté par les services de police des différentes municipalités afin que vous leur donniez votre avis sur des politiques qu'ils sont en train de mettre en place? Qu'est-ce que ça fait un criminologue sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle? Ça travaille-tu dans son petit bureau? Ça va donner ses cours, puis après, ça écrit des livres? Peux-tu nous en parler un peu? C'est vraiment un travail qui est polyvalent. Chaque criminologue peut faire des affaires différentes. Il y en a qui travaillent dans les services avec la police, sur les interventions de crise, où est-ce qu'ils ont besoin d'un intervenant psychosocial et des criminologues qui vont aller là. Il y en a plein qui travaillent au niveau de la DPJ, de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, au niveau des prisons, des pénitenciers, etc. Moi, ce que je fais, j'ai ma pratique privée. Fait que je fais de la prévention beaucoup. Fait que je vais dans les ateliers, je vais dans les écoles donner des ateliers sur le vivre ensemble, sur baisser l'intimidation, des trucs comme ça.
Je vais essayer de travailler aussi avec les jeunes en individuel, à la maison. Les parents m'appellent, mon fils, ma fille a des problèmes de comportement, il y a telle chose qui arrive. On va essayer de diminuer les facteurs de risque, d'augmenter les facteurs de protection pour faire en sorte que demain, quand l'enfant va devenir adolescent ou adulte, il soit capable de vivre d'une manière positive dans la société et non qu'il tombe dans la délinquance ou encore qu'il tombe dans des positions de victimisation. Parce que le criminologue, c'est un professionnel de la relation d'aide comme le psychoéducateur, comme le travailleur social, comme toutes les autres professions de relation d'aide. Par contre, il est spécialisé auprès des victimes puis auprès des délinquants. Il est spécialisé aussi à intervenir en contexte de groupe, avant, pendant ou après la délinquance. Puis, c'est des choses qui font en sorte que on a une vision différente sur les... Quand on étudie en criminologie, on va voir beaucoup plus de choses au niveau légal, les lois, qu'on va regarder un petit peu plus en profondeur. On va être axé justement sur les facteurs de risque, les facteurs de protection, les approches à utiliser pour amener la personne à changer. Fait que moi, c'est ce que je fais vraiment, des consultations individuelles. Je fais des groupes aussi. Je travaille beaucoup avec les personnes issues de la diversité culturelle, avec les personnes Français, afrodescendantes, en fait. anglais. En français, en anglais. Ok, Puis cool. je travaille aussi beaucoup au niveau de la santé mentale des hommes. C'est comme là, cette année, il va y avoir la 3e édition de mon événement santé mentale au masculin. Fait qu'à chaque année, c'est une conférence. En fait, c'est un souper-conférence, mais cette année, ça va être un brunch-conférence. Parce qu'il y a des hommes qui viennent parler de comment ils se sentent. Le premier panel, c'est toujours un panel d'hommes, où est-ce que des hommes parlent entre eux, échangent entre eux par rapport à une certaine problématique. Le deuxième panel, c'est des professionnels qui se positionnent. Mais c'est dans une optique de prévention. Fait que moi, je fais beaucoup dans la prévention. Je fais aussi, des fois, je travaille avec les avocats. Je vais faire des rapports d'expertise. Quand les avocats demandent des contre-expertises, ils vont venir me voir. Je vais faire des rapports d'expertise criminologique. Et je fais aussi, c'est pas des rapports pré-sententiels, mais ça s'appelle en anglais des IRCA. En français, je sais pas, mais on en a entendu parler. Il y a le premier qui a été utilisé au Québec. Mais c'est pour voir l'incidence de la culture noire sur les personnes qui sont accusées ou criminelles. Fait que je fais aussi ce type de rapports-là d'expertise qui sont faits. Fait que voilà. Être entrepreneur, entrepreneuse, c'est difficile. En plus, on sait que tu as des enfants. Est-ce que c'est quelque chose que, quand tu te lèves le matin, tu te dis, yo, Jen, yes. Parce qu'on sent que tu fonces, puis il n'y a pas de limite. Tu as plein de chapeaux. Moi, je t'ai vu en train de faire des conférences, je t'ai vu animer les citoyennes, citoyens de Repentigny. Puis c'est là, j'ai dit, OK. Puis tu sais, toujours avec un smile, mais tu sais où est-ce que tu t'en vas. Aujourd'hui, quand tu regardes avec tout le chemin parcouru, es-tu fier de toi? C'est un peu ça la question. Je pense que oui. Je pense que oui, effectivement. Je suis fière de moi. Oui, non, pas je pense. Je suis fière de moi. Il faut encourager les gens à oui. C'est bon. Je ne suis pas nécessairement... j'ai pas fini mon parcours. Il y a plus, peut-être devant. Mais je pense que oui, je peux dire qu'effectivement, je suis fière de moi. Cool. La place de la femme dans la société québécoise, en tant que femme afro-descendante, tu vois les difficultés. J'aimerais avoir ta lecture. T'as combien de temps? Écoute, déjà en 2, 3 minutes, 4 minutes, là, on t'écoute. Non, mais je rigole pour de vrai, là. Je pense qu'au Québec, on est chanceux parce qu'il y a de la place pour la femme, justement. Je pense que des fois, dans nos cultures, dans nos cultures caribéennes ou afro-descendantes, il y a un couteau à double tranchant où est-ce que les femmes veulent s'émanciper, mais en même temps veulent garder le rôle traditionnel, culturel qui peut venir avec. Fait qu'ils vont en prendre énormément sur leurs épaules. Puis je pense que c'est vrai pour les femmes caucasiennes aussi, mais peut-être que certaines... Ah, les gens vont me lancer des roches là. Mais peut-être qu'il y a une certaine différence dans la manière dont l'homme fait son rôle, qui des fois n'est pas nécessairement... Puis je déteste généraliser, hein, parce que c'est vrai pour ça. Même, je t'entends. Non, mais je déteste généraliser, Je suis mais capable de voir ça. il y a des choses que, bien sûr. tu sais, culturellement, les hommes vont s'attendre à ce que leur femme fasse parce que c'est comme ça.
mais en même temps, les femmes veulent faire d'autres choses. Puis moi, souvent, c'est sûr que je suis biaisée aussi parce que j'ai beaucoup de clients qui sont issus des communautés afrodescendantes et j'ai beaucoup de mamans de ces enfants-là qui viennent me voir en consultation individuelle, qui me racontent leur réalité. Puis généralement, quand l'enfant va pas bien, c'est parce qu'il se passe quelque chose aussi dans la cellule familiale. Fait que c'est sûr que je suis biaisée parce que les gens qui viennent devant moi, c'est pas les familles black qui vont super bien, que tout le monde est super équilibré. Souvent, c'est 90% de ma clientèle, c'est une clientèle noire. Puis 90% de ce 90%-là, c'est une clientèle où est-ce qu'il y a un déséquilibre dans les rôles, une famille monoparentale, un père absent. C'est toutes les affaires qui sont comme stéréotypées. Mais je sais que le penchant existe aussi. Mais mettons, je prends les mamans qui viennent dans mon bureau, ce que je me rends compte qui est difficile, c'est évidemment toute la question de la charge mentale, mais le fait aussi de jouer plusieurs rôles en même temps et d'avoir de la difficulté à le partager. Puis souvent, quand j'ai des papas dans mon bureau, parce que j'ai des papas aussi qui viennent amener leurs enfants, ben, je vais voir que certaines rigidités ou certaines choses vont faire en sorte que, tu sais, par exemple, l'enfant a de la difficulté. Oui, mais si elle n'allait pas travailler tout ce temps-là, là aussi, là, elle veut une carrière, mais elle devrait s'occuper de son enfant. OK, oui, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Non, c'est pas mon rôle. Tu sais, fait que je le vois ça aussi. Fait que je me dis, ça l'amène un défi supplémentaire. Je vois beaucoup de femmes aussi qui viennent avec la charge. Tu sais, on entend plein de trucs sur les réseaux sociaux. L'homme doit payer, l'homme doit ci, l'homme doit ça. Puis les femmes qui arrivent dans mon bureau, c'est pas ça drôle. Les femmes qui arrivent dans mon bureau, 90% du temps, sont dans des situations où c'est elles qui vont payer, qui vont faire ci, qui vont faire ça. Fait que, tu sais, je me dis, c'est comme s'il y a trop de choses parce que peut-être, pas parce qu'il y a trop d'options, mais parce que c'est mal dispersé. Puis souvent, dans les conversations populaires aussi, les trucs que tu vas passer sur les réseaux sociaux qui sont pas nécessairement des choses... des fois, le contenu qui est mis de l'avant sur les réseaux sociaux, c'est pas le contenu qu'on devrait voir, puis ça donne l'impression qu'il y a une majorité de personnes qui pensent d'une manière alors que c'est pas nécessairement le cas. Mais les contenus qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça va être des choses qui vont mettre de l'avant ce modèle-là de dire, ben, tu sais, l'homme n'a pas besoin de faire ci. On est dans une montée de contenu masculiniste, de prends ton rôle, prends ta place, ceci, ça, dans toutes les cultures, pas juste dans la culture noire en passant. Fait qu'il y a des choses qu'on voit qui viennent nourrir ça encore plus, puis qui fait en sorte que c'est encore plus difficile pour la femme de trouver sa place, alors que souvent, l'homme va être là en train de parler dans un podcast, dans une affaire, en train de dire telle affaire, puis la femme à la maison, tu fais rien de ce que tu viens de dire, là, c'est elle qui fait tout, mais tu sais, fait que, bref, ça fait plus que 3 minutes, je pense. Hein? Ben, écoute, ta réponse, moi, je reste bouche bée parce que tu viens de dire certains trucs que nécessairement, c'est pas tout le monde qui ont le courage tu sais, devant tout plein de caméras, puis devant un micro, de se Je vais me prononcer faire de la cancel, sorte. c'est ça que tu veux dire? Pas en tout. Écoute, t'es une académicienne, la liberté d'expression. Jennifer Burnham, si tu avais à nous dire la chose suivante, le racisme systémique, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? T'es venu me mettre sur des hot seats, là, aujourd'hui. Ah, on approche du mois de l'histoire des Noirs, hein, tu vois. Ton entrevue sort en plein début des festivités du mois de l'histoire des Noirs. On t'écoute, Jennifer. Pas obligé, parce que c'est une question assez difficile quand même. Mais est-ce que c'est une évidence ou est-ce qu'il y a eu une discrimination systémique? Moi, je pense que le racisme systémique existe. Il y a des discriminations systémiques pour d'autres problématiques ou d'autres choses aussi. Mais je pense que oui, ça existe. J'anime un podcast. Je ne sais pas si ça j'anime un podcast aussi. Puis j'avais une invitée à un moment donné qui était venue, qui s'était penchée sur la question, qui avait fait des études sur le sujet, puis on en parlait justement. Puis c'est fou comment le clip avait fait réagir les gens, parce que les gens étaient comme non, le racisme systémique existe. Mais tu ne peux pas nier le fait que que ce soit par rapport aux populations autochtones, tu ne peux pas nier le fait qu'ils sont, je ne sais pas, 10, 12, 15% de la population canadienne, puis qu'ils représentent genre 70% de la population carcérale dans certains établissements. Tu ne peux pas nier le fait que la population immigrante, c'est un certain pourcentage, alors que dans les prisons, elle est surreprésentée. Tu ne peux pas nier le fait quand tu regardes des dossiers, puis que tu vois le même crime a été fait par un blanc ou par un noir, il y a plus de chances que le noir soit incarcéré.
Il y a des choses comme ça que tu ne peux pas nier. Il y a des choses que une personne noire va à l'hôpital, elle doit justifier sa douleur beaucoup plus qu'une personne blanche. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait j'ai été à l'hôpital, avait vécu une situation difficile, voulait un arrêt de maladie. Puis le médecin était comme je te donne 3 jours. Puis elle était comme mais je comprends pas. Puis à côté, les collègues de travail étaient caucasiens, étaient comme moi j'ai pris un arrêt de maladie l'autre jour, j'ai été en arrêt pendant 6 mois, j'ai juste été voir mon médecin, j'ai pleuré, j'avais rien. Puis là, tu te dis, mais il y a des choses que tu te dis, le système fonctionne d'une façon qui fait que les gens peut-être s'en rendent même pas compte qu'ils ont des billets ou quoi que ce soit. Mais au final, le résultat, c'est pas toi, mettons, Alain Joe, qui a qui est raciste. Mais le système fait en sorte que les outils, puis même en criminaux, quand on fait des évaluations, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas prises en compte. On se rendait compte, un moment donné, il y a une évaluation qui était faite que j'ai vue dans les cours que je donnais à l'université, qu'on se rendait compte que la critique première, c'était que les personnes racisées, les professionnels qui faisaient l'évaluation, allaient utiliser une dérogation pour augmenter leur risque de récidive beaucoup plus fréquemment que les personnes caucasiennes. Il y a des choses, justement, quand tantôt je te parlais du fait qu'on faisait des IRCA, c'est parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des rapports présententiels qui étaient faits où est-ce qu'on ne prenait zéro en compte l'histoire d'immigration de la personne puis les traumatismes vécus. Fait que, tu sais, il y a des outils qui se sont développés par rapport à ça. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Toute l'histoire des peuples autochtones sur nos territoires, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas un certain racisme, une certaine discrimination qui a été faite envers ces personnes-là. Fait que c'est difficile de dire non, le racisme systémique n'existe pas. Mais je pense par contre qu'il y a beaucoup de personnes dans le système qui ne sont pas nécessairement racistes. Puis je pense que ça tend à changer. Ça, c'est clair. Maître Burnham, criminologue Burnham, aujourd'hui, si tu avais à un peu nous parler de la délinquance juvénile. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'informations sur à la DPJ, il faudrait réformer un petit peu beaucoup, peut-être pour accompagner les jeunes une fois qu'ils quittent les centres. Bon, il y a des tentatives qui sont faites pour les accompagner, mais les ressources sont pas suffisantes. Le gouvernement, est-ce qu'il finance suffisamment les programmes afin d'accompagner les jeunes en réinsertion? Toi, le portrait que tu nous dresserais, le bilan que tu peux faire avec les données que tu as pu colliger récemment, est-ce que Montréal se porte bien ou il y a pas mal de travail à faire encore? Il y a toujours pas mal de travail à faire, peu importe c'est quoi, parce que ce soit 1% de la population qui va moins bien ou 10, il faut quand même s'occuper de ce pourcentage-là, puis il faut mettre des choses en place pour ces personnes. Il y a un des cours, en fait, le cours que je donne le plus souvent à l'université, c'est justement évaluation et intervention auprès des jeunes. Fait qu'on regarde au niveau de tout ce qui est protection de la jeunesse, au niveau de tout ce qui est LSJPA aussi. Fait que, c'est des choses que j'adresse beaucoup avec les étudiants. Est-ce que je pense que Montréal est la pire ville? Non, pas nécessairement. Il y a plein de villes où est-ce que la délinquance juvénile est vraiment intense. Est-ce que je pense que c'est une problématique à laquelle on doit s'adresser? Oui, absolument. J'ai pas nécessairement de solution. Quand je vois, j'ai toujours des intervenants qui viennent dans mes cours faire des présentations. Fait que quand je vois les choses qu'ils mettent en place, les choses qu'ils mobilisent, je trouve ça génial. Je sais qu'il y a des projets qui sont faits justement avec Équipe RDP en collaboration avec les centres jeunesse pour aller voir les jeunes à l'intérieur. Ça, j'en ai entendu parler aussi. Fait que je trouve que c'est des choses qui sont super intéressantes. Il y a des choses aussi dans le communautaire, de la prévention qui tente d'être faite. Fait que je pense que c'est des choses qui valent la peine d'être regardées puis qui valent la peine de continuer d'être mis en place. Le chef de police aussi pose des actions. Fait que, je pense qu'il y a des choses qui sont faites. Je pense que la délinquance a changé. Par exemple, M. Fadi Daguerre? Oui. Oui, tout à fait. Mais non, mais il y a des choses qui sont mises en place par lui depuis son arrivée. Mais il y a des éléments, je pense, qui sont inquiétants au niveau des jeunes, du client délinquant. J'ai l'impression que quand j'ai commencé à travailler en criminaux, on voyait les gens arriver, les parents qui me contactaient, mettons, ou qui venaient, ou qui me disaient « Oh, mon fils a des problèmes avec la justice ». Il y avait peut-être un niveau
c'était différent. Tu sais, on était capable de distinguer le jeune qui a des troubles de comportement puis qui s'en va vers la délinquance du jeune qui a des troubles de comportement, qui vient d'une famille négligée, qui, tu sais, là maintenant, on dirait que tout s'entremêle, puis on dirait que c'est plus facile pour les gens d'avoir accès à une certaine chose. Il y a peut-être moins de chasse gardée dans les organisations criminelles, il y a plus des plus petits groupuscules et des trucs comme ça, ce qui fait en sorte qu'il y a des jeunes qui ont accès, c'est beaucoup l'accès aux armes, l'accès comme très facilement, plus facilement qu'avant. J'ai l'impression, mais en même temps, c'est pas basé sur des études, j'ai pas fait d'études là-dessus, c'est juste mon impression. Jennifer Burnham. Maintenant, on va faire un petit jeu, là. On va voir un peu où est-ce que tu te situes. Parce que je suis compétitive. Entre pâté haïtien et pâté jamaïcain, lequel tu choisis? Pâté haïtien. Là, qu'est-ce qui te fait répondre aussi rapidement que ça? C'est bon. Oui, mais le piquanté, le pâté à la morue, le pâté au poulet, au bœuf, carrément. Au bœuf, probablement mon préféré, ouais. Mais tous les autres sont bons aussi. OK, excellent. J'aime les pâtés jamaïcains aussi, mais je préfère les pâtés haïtiens. OK. Est-ce que tu es plus banane pesée ou banane à loco? Pesée. OK. Griot ou poulet frit? Griot. Ah bon? Réfléchis. OK. Là, maintenant, on ne fera pas de jaloux dans notre cabane. Est-ce que tu es plus pâté chinois ou tourtière? Arc. Je suis plus pâté au poulet. OK, bon, all right. Lasagne de Ricardo ou lasagne de maman? Maman. Ah bon, OK. Puis là, maintenant, le cordon bleu à la maison, c'est plus monsieur ou c'est madame, toi-même? Monsieur. Ah, une petite révélation. On va écouter l'entrevue. Le plat que lorsqu'il te cuisine ça, là, tu te dis, je suis content de l'avoir choisi. Ah ouais, donc. Une poutine? Tout? OK. Mais son plat, là, qu'il réussit à tout coup, là. Puis toute la famille est contente. C'était bon! Puis, tu sais... Il réussit tout à tout coup. OK. Probablement un poulet riz classique. Là. OK, poulet riz classique, là, ça, c'est... C'est à tout coup, là, ça passe, puis tout le monde est content. Ouais. OK, nice. Jennifer Burnham, écoute, les auditeurs, auditrices de Coconut t'écoutent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire en 15 secondes? Tu regardes la caméra, surtout les jeunes filles là, qui te voient comme un modèle lorsqu'ils assistent aux différentes conférences que tu fais. Tu parles à tes fans, là, tu sais, on sait que tu as un autre podcast J'ai pas de aussi. fans. J'ai pas de fans, mais si vous voulez devenir mes fans, vous pouvez venir suivre ma page ou la page du podcast Afro-Descendant. Mais non, ce que je dirais aux gens, c'est de continuer, toujours continuer d'être la meilleure version de vous-même, peu importe ce que la vie met devant vous, peu importe les épreuves, peu importe le monde dans lequel on vit. Toujours essayer de voir du positif, puis toujours essayer d'aller de l'avant avec ça. Je pense que c'est ce qui fait la différence dans le monde au quotidien. Jamais se décourager. Jennifer Burnham, écoute, Coconut Podcast, on a réussi à la faire, l'entrevue. Bra! Sérieux, on dit un gros merci. Thank you. Miigwech, Chinash Kumitin, Welalin, Oleone, Teawek. Puis, écoute, même les Haïtiens, on comprend, nous marions Haïtiens, ben, je dis un gros merci en pile. Big up, you know? En mode patois, là. Et puis, vraiment, d'avoir fait le déplacement et puis surtout d'avoir été avec nous pendant ce moment. Yo. Merci. Merci à toi. Reçu. Mesdames, messieurs, oui, nous étions avec Jennifer Burnham, chargée de cours à l'école de criminologie de l'Université de Montréal.
allez voir son podcast. Écoutez, vous allez capoter. Hein? Podcast afro-descendante, hein? On fait pas de jaloux. Puis, une personnalité là, comme étoile montante au Québec. Watch out, on va la voir en politique, mais dans l'anneau d'hier, là, genre. Alors, messieurs, dames, oui, comme à l'accoutumée, on se revoit pour un prochain épisode de Coconut Podcast. Sur ce, olé, 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 boum. Coconut Podcast. Balado numéro 1 de la diversité. Présenté par